Morning Business, Stéphane Soumier. Et donc c'est Benoît Lombard, le patron de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine qui est avec nous. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour. Pilier de notre émission Intégral Placement entre 10h et midi. Et donc c'est avec vous qu'on va organiser cette journée très particulière et on est très très fiers. Et je tiens moi, en tant d'ailleurs que directeur de la rédaction de BFM Business, à vous remercier de nous avoir fait confiance finalement pour l'organisation de ce sommet BFM Patrimoine. Donc ça va se tenir au Conseil économique, social et environnemental toute la journée à Paris. 2000 professionnels inscrits, Benoît. Ce qui est 2700 même... ce matin. 2700 ce matin. Ce matin, dernier chiffre. Ce qui est quand même un très très beau succès. Bon, et ça ne pouvait pas mieux tomber. Alors c'est une pure coïncidence, la date, évidemment. La date, elle est prévue depuis un bon moment. J'ai l'impression que ça ne pouvait pas mieux tomber vu la masse de questions qui se posent. La première, c'est autour de l'ISF. Donc Emmanuel Macron a écarté hier en Conseil des ministres l'idée qu'on rétablisse l'ISF. Et néanmoins, est-ce que le mal n'est pas déjà fait avec l'ensemble des déclarations au matin des différents ministres qui se sont exprimés sur son éventuel rétablissement? Le mal est fait, parce que l'ISF est par essence l'impôt symbolique. Prenons aux riches pour donner à qui? Par définition à ceux qui le sont moins. Ouais. Et là, c'est un épouvantail pour tous les investisseurs, tandis qu'on a un impôt qui est parfaitement inique. Parce que je voudrais juste rappeler une chose fondamentale sur l'ISF. L'ISF frappe un patrimoine inerte. Il ne bouge pas, il ne change pas de main, il n'est pas frugifère, il ne produit pas de revenus. Et pour autant, on est taxé à un taux marginal qui est 2 fois supérieur au taux de rendement des emprunts d'État à 10 ans. Donc, il faut prendre un risque pour payer un impôt. Ça effraie tous les investisseurs. Alors, il ne produit pas de revenus. Enfin, si, j'espère quand même. J'espère que le patrimoine qui est taxé, il produit des revenus. Votre résidence principale, votre résidence secondaire, elle ne produit pas de revenus. Vous pouvez très bien aussi faire un investissement dans une PME, puisqu'on veut drainer l'épargne vers l'économie réelle. Alors, c'est là que c'est important. Et pour autant, l'investissement que vous faites ne génère pas de revenus juste après l'investissement, ça fait un bonheur. Mais bien sûr. Il y a la fameuse courbe en J de tous les investisseurs en capital risque connaissent par cœur. En investissant, avant qu'on puisse avoir les fruits de son investissement, que ce soit des dividendes ou que ce soit la cession, à terme, on perd de l'argent. Y compris sur cette perte de l'argent, on est taxé. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs, Benoît, mais juste d'un mot, que alors personne ne peut le mesurer, et je ne sais pas si on pourra un jour le mesurer, mais 35 ans de dispositif ISF ont sans doute détruit, moi je le dis comme ça, un certain nombre d'entreprises, obligé en fait justement de verser du dividende à des actionnaires qui devaient payer l'impôt sur la fortune à des moments où peut-être elles n'auraient pas dû justement verser du dividende, mais davantage investir ou davantage protéger leurs fonds propres. Bien sûr, et puis aussi c'est un frein à la cession des entreprises, car pour des raisons purement fiscales, on voyait à la tête, avant, quand l'ISF existait, à la tête d'entreprises, des seniors qui, pour bénéficier de l'exonération en tant qu'outil professionnel, restaient les patrons, entre guillemets, de leur entité et ne passaient pas la main. Ce qui était donc un frein à la transmission. Et puis on sait très bien, il y a tout un tas d'études qui l'ont démontré, que quand on a 40 ans, 30 ans, on est un peu plus dynamique que lorsqu'on est en fin de carrière, à 65, 70 ans, on prend moins de risques, on investit moins. Et donc tous ces effets induits négatifs de l'ISF faisaient qu'on se rendait compte que cet impôt, à défaut d'avoir un rendement, n'avait de sens que pour être un symbole. Et c'est ça qui est critiquable. Bon, Benoît, l'autre question, là on va voir comment Wall Street se réveille tout à l'heure. A priori, là, les indicateurs qu'on a, c'est que Wall Street va encore se réveiller dans le rouge, après quand même avant-hier une baisse de 3% sur l'ensemble des indices. Les marchés sont très agités. À un moment où je crois l'ensemble des professionnels, les assureurs, voudraient que les Français reprennent un tout petit peu plus de risques et se retournent vers les actions. Comment est-ce qu'on va arbitrer ça? Oui, la difficulté, c'est que nous, en France, on a une singularité. On a le fameux fonds en euros des contrats d'assurance vie. Et sur les 1800 milliards qu'il y a en assurance vie, il y en a à peu près 1500, 1550 sur les fonds en euros, qui sont bercés par des rendements obligataires passés, qui n'existent plus. Je le disais tout à l'heure, le taux de rendement de l'OAT, c'est 0,7, 0,8. OAT, c'est la dette à 10 ans. La dette à 10 ans, voilà, pardon, excusez-moi, la dette à 10 ans, on n'est pas sur... Vous n'êtes pas dans Intégral Placement, là. Non, la dette à 10 ans, 0,7, 0,8. Or, aujourd'hui, pour avoir un rendement, on est obligé de prendre un risque. Et il faut sortir de ces fonds euros. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arbitre vers des unités de compte dans les contrats d'assurance vie, puisque restons sur ce véhicule d'investissement. Tout à fait. Et puis là, on va prendre un peu plus de risques. À un moment donné, où cette année, on le voit, vous le dites toujours à cette antenne, donc le rendement des actions est mauvais, on a des risques en capital et il faut pouvoir définir le risque avec le client. Puis aussi, il y a un autre effet qui est assez complexe. C'est qu'aujourd'hui, on a, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout un tas de régulations financières qui viennent de directives européennes qui nous donnent l'obligation de mesurer le risque et de le signifier au client final. Et là, quand on lui dit, attention, monsieur le client, c'est pas 10% que vous avez gagné, mais vous pouvez perdre 7-8% par an. Donc dans un scénario désagréable. Là, ils vont nous dire, attendez, non, moi je veux mon bon fonds euro.
Et là, on est un peu, la difficulté, c'est la quadrature du cercle. Vous savez, Benoît, l'un de vos collègues avait utilisé devant moi cette image que je trouve incroyable et formidable. C'est comme si un médecin était obligé de vous lire l'ensemble de la notice d'utilisation d'un médicament avant de vous le prescrire. Jamais vous ne le prendriez. Le médecin aurait beau vous dire, non, mais attendez, il y a tout ça, mais il va quand même vous faire du bien. Jamais vous ne le prendriez, le médicament. Mais c'est pire que ça, puisque nous, on va prescrire un médicament en ne donnant pas les effets positifs du médicament, mais que les aspects négatifs. On oublie la raison pour laquelle on investit. C'est ça. Et ça, c'est le problématique de cette régulation européenne un peu abracadabrante. Benoît Lombard, donc président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. L'intelligence artificielle est en train de vous tailler des croupières. Alors, ce qu'on appelle les robo-advisors, l'investissement par les robots, est-ce que c'est une menace aujourd'hui pour la matière humaine en chair et en os que vous représentez devant moi? Le robot-advisor va nous donner une allocation d'actifs. Si je veux 100% d'actions, pas de difficulté, je vais même acheter un ETF action, pourquoi pas. À partir du moment où on rentre... Expliquez, Benoît, ETF, c'est-à-dire il va répliquer l'indice et donc vous limitez énormément le risque avec ça. Il duplique l'indice à des coûts réduits. Ouais. À partir du moment où on prend un peu moins de risques, qui va faire l'allocation? Un robot-advisor? Très bien, qu'ils fassent leurs preuves. Le problème, c'est que à la fois les épargnants n'en veulent pas. Il y a eu une étude des autorités européennes de supervision qui montre que l'interaction entre l'investissement et le conseil ne peut se faire, repose sur le conseil humain. Le conseil humain en allocation d'actifs, mais le conseil humain patrimonial. Dans quel cadre ça s'inscrit? Comment j'investis? Reprenons l'exemple de l'assurance vie. Qui souscrit le contrat? Qui sont les bénéficiaires? C'est pas le robot-advisor qui va nous donner un coup de main. C'est un outil. J'en sais rien, ils sont capables de faire beaucoup de choses, vous savez. Ce n'est pas une fin. Mais oui, parce que c'est complexe, c'est compliqué. Les investissements reposent aussi sur un conseil pérenne. Oui, mais il sera où mon robot-advisor dans 15 ans? Mais moi, je vais voir que ça va me coûter 10 fois moins cher. Alors le problème, sans doute, ça va être très agréable de discuter avec vous, et c'est très agréable. Bien sûr, mais le problème n'est pas que le coût. Le problème, c'est quel service et à quel coût. Ouais. Je vous rappelle qu'en France, on a nos autorités de supervision ont comme principe qu'il n'y a pas de vente de produits d'investissement financier ou assurantiel sans conseil. Qui va donner le conseil? Mais pas que le conseil en allocation, le conseil global, pour que ça s'inscrive dans une stratégie. C'est pas le robot-advisor. Le B2C ne marche pas dans notre langage. Vous savez ce qui va se passer en fait, Benoît, et c'est ça, c'est formidable. C'est comme pour les vendeurs finalement. Vive les vendeurs d'ailleurs, je le répète, je devrais le dire tous les jours. En fait, l'ensemble des professionnels qui voudront pas monter en gamme, qui en fait continueront, parce qu'il y en a, on peut se le dire, à faire leur boulot comme des robots, ceux-là seront rayés de la carte en fait. Exactement. Tout repose sur du conseil à forte valeur ajoutée. Exactement. Nous, mais il faut être capable de le délivrer. Mais nous, à la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine, on a que des professionnels qui ont tous, je ne sais combien de bac plus 5, qui ont des formations continues, 25 heures, 28 heures par an aujourd'hui, qui suivent aussi des programmes de formation qu'on leur donne. C'est ce conseil à forte valeur ajoutée qui fait la différenciation. Aujourd'hui, sommet BFM Patrimoine, nous allons parler de ça toute la journée. Eh ben voilà, Benoît Lombard, il fait même la conclusion, extraordinaire. Le patron de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine est donc toute la journée sur BFM Business, notre sommet BFM Patrimoine.